Pipelette. Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein et on est les voix des pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelettes. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Sandra, j'ai eu un cancer du sein HER2 positif à 24 et 26 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut piquer un peu, les injonctions. Mais pas de panique, l'idée ici, c'est pas de faire un procès, c'est plutôt de se poser, d'échanger, de réfléchir ensemble à toutes ces petites ou grandes attentes qui gravitent autour du cancer du sein. Des phrases parfois bien intentionnées, mais qui peuvent aussi peser lourd sur les épaules. L'image de la guerrière, celle qui garde le sourire coûte que coûte, qui reste coquette, même chauve, ou encore l'idée qu'il faudrait faire quelque chose de sa maladie. Certaines s'y retrouvent, d'autres pas du tout. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Audrey et Eugénie. Salut. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très très bien. Très bien aussi. On est hyper heureuse de vous retrouver. Vous avez toutes les deux été touchées par un cancer du sein. À quel âge ? 34 ans pour ma part. 32. Okay. Au niveau du coup de votre début de parcours, on va essayer de revenir un peu en arrière. Et du coup, au moment de l'annonce du diagnostic, est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là précisément ? Alors, pour ma part, donc on était début 2020, on était en plein début de confinement. Et moi, j'étais encore en dépression postpartum, en gros. Et je commençais à me dire justement, on commençait avec mon conjoint à envisager d'avoir un deuxième enfant. Notre fille avait 2 ans. Mais je me disais, il faudrait que je soigne ça. Il y avait un mal-être à ce niveau-là. Je me disais que psychologiquement, il y avait un gros point à améliorer. Donc, il y avait cette dépression postpartum latente. Et en plus, j'étais assez épuisée par rapport à mon travail. Perte de sens, grosse activité en pleine période de Covid. Le télétravail se mettait en place tant bien que mal et je me disais, j'aimerais avoir du temps pour moi. J'aimerais vraiment, là, d'un coup, avoir des longues vacances. Voilà. En gros, l'état d'esprit. Et puis ensuite, j'ai senti une boule dans mon sein de manière assez fortuite. Et tout de suite, je me suis dit, ça, c'est un cancer. Voilà. C'était très clair dans ma tête. Mon conjoint m'a dit, quand même, c'est un peu extrême. Et effectivement, malheureusement, j'avais raison, c'était un cancer. Et à ce moment-là, j'ai ressenti forcément un choc, mais aussi bizarrement une forme de soulagement parce que j'allais avoir enfin le temps que je souhaitais. C'était pas des vacances C'était pas rêvées. Ces vacances dont j'aurais souhaité vraiment pouvoir bénéficier, mais au moins j'allais avoir ce temps dont j'avais besoin. T'avais besoin d'un répit et puis ok. D'accord. Donc, merci. Audrey, Eugénie, du coup, comment ça s'est passé pour ma part, c'était il y a tout juste un an, à quelques jours près. Il y a, en 2023, en fait, lors d'un contrôle chez la sage-femme, c'est elle qui a ressenti une petite boule, donc qui avait été du coup vue en échographie 2 mois après, et c'était apparemment 2 kystes l'un sur l'autre, donc rien de bien méchant. Bon. Si ce n'est qu'au fil des mois, ça a bien grossi. Et quelques semaines avant notre départ en lune de miel, j'ai reconsulté la sage-femme qui, sans avoir à toucher, en fait, le voyait à l'œil nu. Et j'ai réalisé la biopsie la veille de mon départ en lune de miel. Et honnêtement, voilà, le radiologue avait été très clair, donc j'avais pas de, je savais à quoi m'attendre. Mais franchement, alors là pour le coup, par rapport à Audrey, moi je partais en vacances, mais ça a quand même un peu altéré tout ça. Ça a été assez compliqué. Donc là, au moment de l'annonce, je m'y attends, mais à la fois je suis perdue parce que c'est un monde inconnu pour moi. Oui, donc état d'esprit assez mitigé. Complètement. Et tu t'attendais pas à ça. Enfin, tout le bonheur, entre guillemets, que tu étais en train de vivre, il a été C'était le yo-yo, quoi. Tu vois, c'était le pur bonheur d'un côté et puis retournement de situation d'un coup. On passe à le pire, on va pas se mentir. Oui, clairement.
Et justement, quand on pense au cancer, entre guillemets, quand on a le diagnostic, on entend souvent l'expression se battre contre le cancer. Est-ce que cette image, ça vous a parlé à ce moment-là, ou au contraire, est-ce que vous vous êtes dit, oula, moi je me reconnais pas du tout là-dedans? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette expression, entre guillemets, qu'on sort assez souvent? Alors moi, très clairement, si. Moi, je m'y suis tout de suite identifiée. Okay. De base, je suis quelqu'un de très optimiste et assez fonceuse. Donc, je me suis dit, waouh, sacré obstacle, mais on fonce. Let's go. Ah ouais, Okay. on fonce. À partir du moment où, en fait, j'ai posé la seule question qui m'intéressait, c'est est-ce que je suis condamnée? Et qu'on m'a répondu non, je me suis dit, on y va. Ok, et toi, Audrey? Alors, j'ai peut-être employé le terme combat un peu par mimétisme, mais je disais beaucoup plus parcours, éventuellement épreuve. Et effectivement, je me suis pas forcément trop reconnue dans ce vocabulaire-là, qui me ressemblait pas trop, parce que pour moi, c'était pas forcément un combat avec un vaincu et un vainqueur, en gros, dans le sens où je me sentais pas forcément responsable entièrement de ma guérison. Je me disais, si je guéris, là aussi, ça va avec cette injonction au moral à tout prix. Si je guéris, c'est pas uniquement parce que je l'aurais décidé avec la force de mon mental. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux parce que bon, je pense que j'ai de la ressource, mais ça marche pas comme ça, malheureusement. Non, je peux pas guérir le cancer avec juste en y croyant très très fort. Ce serait chouette, mais non. Non. Par contre, voilà, je me disais, si je m'en sors, c'est parce que j'ai de la chance et surtout la chance que les médicaments, que les soins que je vais recevoir vont faire effet. Voilà. Et c'est pour ça que je me voyais pas forcément trop parler de guerre, ou surtout de combat, de lutte, d'armure aussi. Je vais mettre mon armure de guerrière. Ouais. J'ai déjà vu cette métaphore aussi dans certains bouquins. Et pourquoi pas, ça parle sans doute à des personnes. Moi, je parlais plus de parcours. Un peu comme presque un parcours initiatique, dans le sens où j'avais besoin aussi de ce temps-là pour me soigner, dans tous les sens du terme. Pas seulement soigner mon cancer, mais soigner ce qui m'avait affecté jusqu'à présent et prendre du temps pour moi. Donc, parcours me correspondait bien plus que combat, parce que je me sentais pas guerrière, je me sentais juste patiente, voilà, malade éventuellement, et encore je me sentais pas forcément malade, sauf pendant les chimios, sauf quand je me soignais, paradoxalement. Ouais. Mais sinon, je me sentais beaucoup plus une patiente. Là aussi, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire j'attends que ça aille mieux, en étant active quand même. Ça, c'est pareil, c'est une injonction, être active dans sa maladie. Totalement. Mais même des si fois, tu restes dans ton lit, tu es active quand même dans ta maladie parce que tu te reposes et donc tu te fais du bien. C'est pas parce que tu vas aller courir un marathon, quoi. Puis là aussi, si t'as jamais couru, ça va être compliqué de t'y mettre. Ah, mais complètement. Oui. Puis, t'es actif, en fait, du moment que tu prends tes traitements et que tu vas faire tes soins. En fait, c'est rien que ça. Exactement. Tout comme ce fameux courage aussi, en même temps que le moral. Il faut être courageux. Ou alors, qu'est-ce que tu es courageuse? Mais je n'ai pas le choix, en fait. C'est exactement ça. Donc, je suis pas courageuse. C'est juste. Il n'y a pas d'autre option. Non, mais tu sais que nos premiers échanges, ils ont été une bouffée d'oxygène. C'est vrai. Vraiment. Et je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais à quel point tu m'as fait du bien. Enfin, nos échanges nous ont fait du bien parce que. Moi aussi, tellement. Pour le coup, le premier réflexe que j'ai eu, pareil à mon diagnostic, c'est d'aller sur les réseaux et de trouver des personnes qui vivaient la même chose que moi, en même temps que moi, dans la même période. Oui, voilà, bien sûr. Moi, à 24 ans, j'avais besoin d'avoir ces échos-là que je retrouvais pas ailleurs. Et période Covid, tu pouvais pas rencontrer des personnes en physique. Tu pouvais pas rencontrer des vraies personnes. Et quand tu débarques sur Insta, ou en tout cas sur les réseaux de manière générale, t'as vraiment, je trouve, ces phrases qui pullulent de partout. Ah, mais bien sûr, mais même de la part de personnes qui l'ont vécu, qui ont vécu la maladie, cette injonction à la sortie de zone de confort, justement. Totalement. Ouais. Et ça peut leur faire du bien, il n'y a aucun problème, je jette une pierre à personne. Oui. Mais c'est vrai que du coup, quand tu es nouvellement diagnostiquée et que tu fais face à ce monde-là, automatiquement, je me suis aussi dit, mon Dieu, il faut que je me plie à ces codes-là. Ouais. Donc, il faut aussi que je sois guerrière, il faut que je sois forte. En fait, j'ai pas le choix. C'est quelque chose, que je dois endosser et pour l'entourage aussi. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Tous ces trucs, en fait, ils missaient tout de suite dans ma tête. Et vraiment, au début, c'était hyper compliqué parce que l'entourage, pareil, était loin, était pas hyper compréhensif pour le coup de mon côté sur le fait que je puisse flancher, etc. Donc, c'était hyper compliqué aussi pour moi à vivre. Mais du coup, quand on a échangé,
vraiment, et quand on a commencé un peu à décortiquer ça et de me dire, enfin, je culpabilisais aussi énormément sur mon vécu. J'avais aussi cette impression que mon vécu, mes traumas, mon hygiène de vie, etc., avaient fait en sorte que je développe ce cancer à 24 ans. Le fait qu'on en discute et qu'on puisse avoir en fait un autre point de vue, de se dire qu'en fait c'est pas de notre faute, que ce qu'on vit on l'a pas choisi et que on fait ce qu'on peut et qu'on n'a pas le choix. Ça a fait énormément de bien et je pense que ça a été le début de ma prise de conscience en fait. Moi aussi, pareil. Le fait d'échanger avec toi particulièrement et puis qu'on soit sur cette même longueur d'onde. Mais là aussi, c'est vraiment très personnel. Oui. Moi, je voyais des filles Totalement. qui étaient, mais je les trouvais juste super canon, quoi. Ouais. Vraiment, enfin, elles faisaient des shootings photos de dingue. Alors que moi, ça me ressemblait pas du tout. Non. Et puis en plus, c'était même pas forcément cette image que j'avais envie d'avoir de moi, parce que ça me ressemblait pas, tout simplement. C'était Clairement. pas moi. Ça aurait été moi, mais déguisée. Et j'avais pas envie de me déguiser. Au contraire, je me sentais particulièrement à poil à ce moment-là. Ouais. oui. Parce que très très vulnérable, très très fragile. Et puis c'était comme tu dis une bouffée d'oxygène en fait, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui comprenait et qui t'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en discuter aujourd'hui parce que ça dépend tellement des personnalités, des états d'esprit, etc. Et au même titre que du coup, être une guerrière entre guillemets, se battre contre le cancer, il y a aussi cette idée d'être forte, aussi de rester forte. Et est-ce que, selon vous, du coup, ça vient d'où? Est-ce que ça vient plus de l'entourage, du personnel soignant, des médias? Comment est-ce que vous le percevez, cette idée d'être forte ou de rester forte? Alors pour ma part, justement, pas du tout du personnel soignant, c'est plus des médias et de mes proches, pas forcément mon cercle premier, donc ma famille, mes amis, mon conjoint, c'est plus par exemple ma belle famille qui à l'annonce de la maladie, ils m'ont dit il faut absolument que tu gardes le moral, c'est ça qui va faire que tu vas guérir. Enfin, je sais plus précisément leurs termes, en plus c'était par texto, je crois, mais en gros c'était il faut absolument que tu gardes le moral. Ok, donc comment je fais mais comment je fais en fait, parce que derrière il n'y a pas grand chose qui va, dans le sens où comme on se le disait tout à l'heure, les soins de support étaient mis en arrêt à cause du Covid, etc. Et justement, moi, c'est vrai que cette notion de morale à tout prix, ça me posait question. Enfin, c'était quelque chose qui me préoccupait un peu. Et heureusement pour moi, j'ai des amis proches qui sont justement soignantes. Donc une amie qui est médecin, une autre qui est interne en médecine justement. Donc elles sont plutôt bien placées pour répondre à des questions de ce type. Et je leur demandais, mais est-ce que vraiment, selon vous, le moral fait partie de la guérison? Dites-le moi. Enfin, à ce compte-là, je vais me blinder. Mais est-ce que vraiment je peux y faire quelque chose? Et finalement, leur réponse m'a plutôt rassurée et m'a fait déculpabiliser justement par rapport à ça, parce qu'elle me disait, alors évidemment, le moral va aider dans le sens où ça va t'aider à te à remplir tes besoins basiques, à manger, à te lever le matin, ça peut aider, mais malheureusement non, ça va pas te faire guérir. Ce serait trop beau, mais c'est pas ce qui va faire la différence, malheureusement. Voilà, non, c'est tout. Le fait que tu utilises le terme si c'est le cas, je vais me blinder entre guillemets, ça prouve bien que c'est pas naturel en fait. Enfin, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que tu simules la joie de vivre alors que t'as peur en fait. Ouais. C'est même pas que t'es déprimé ou quoi. Alors oui, t'as des moments de déprime, mais c'est surtout que t'es pas toi-même, tu vis pas quelque chose de normal. Totalement. Donc à la fois t'es un peu en mode pilotage automatique, donc tu fais abstraction de certaines pensées, puis en même temps tu t'autorises pas forcément à aller au fond de certaines pensées, ou alors quand tu le fais c'est assez compliqué. Et effectivement, tu fais en sorte de garder ce putain de moral, mais en fait non, par moment tu peux pas. Non. Et puis même si tu peux pas, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire que tu vas guérir. Totalement. Et quand j'ai compris ça m'a vachement aidé. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'enlève un poids, c'est clair, parce que là tu te dis ok, ça ne relève pas que de moi. Exactement, c'est et ça. C'est pas à moi. Enfin, évidemment, oui, il y a des choses qui font
qui existe pour m'aider à mieux vivre entre guillemets les traitements et les effets secondaires, etc. Mais c'est pas sur moi que repose ma guérison en fait. C'est totalement. ça. Et puis aux personnes qui ont quelqu'un de proche dans leur entourage qui est atteint de la maladie, ne dites pas juste il faut garder le moral et sans rien faire derrière en fait, parce qu'on garde pas le moral seul. Gardez le moral, d'accord, mais à ce compte-là, si vous voulez que la personne garde le moral, prenez de ses nouvelles, changez-lui les idées, faites-lui sentir que ce qu'elle vit est important et c'est grâce à vous aussi qu'elle va garder le moral. On peut pas tout faire seul. On a aussi besoin, comme tu le disais tout à l'heure, de ressources. On les a en nous, ça c'est sûr. Mais on a aussi besoin que les autres nous aident et soient là pour nous. Alors moi, pour ma part, je pense, donc tu as ton caractère, tu as tes idées, voilà. Mais l'entourage, pour ma part, a été très très important. Les gens, ils te disent, enfin moi en tout cas pour ma part, ça a été tu vas y arriver, on va t'aider. Donc forcément, j'avais déjà endossé cette espèce de bouclier, mais en plus, on m'aidait, si tu veux, à le porter, et je savais de toute façon que j'étais pas seule. Voilà, hein, la psy a été aussi hyper importante dans son rôle. Donc je pense que c'est un petit peu un petit bout de chacun qui fait que ça te porte. Comme à des moments où malheureusement ça te déstabilise parce qu'il y a des fois t'as pas envie en fait. Quand t'as envie de lâcher prise un peu parce que t'es épuisé, t'es fatigué, t'en peux plus, tu te dis bon allez, je les oublie pas et on y retourne, mais franchement il y a des fois t'as pas envie quoi. Non, clairement, effectivement. Tu l'as vécu comme ça aussi, Audrey, ou Oui, effectivement, le fait de vouloir un peu préserver ses proches et donc de minimiser les choses. Moi, j'essayais de beaucoup les rassurer en disant justement bon, j'ai un cancer du sein, mais ça va, ça soigne bien, c'est un petit cancer, c'est un petit cancer, ça va, vaut mieux ça que le cancer du pancréas si tu veux. Alors que c'était quand même pas terrible. Hein. Au stade que j'avais, l'agressivité du cancer que j'avais faisait que c'était pas non plus gagné d'avance, quoi. Même si on m'a pas dit que j'étais condamnée, moi non plus, on m'a pas du tout laissé penser que je n'allais pas m'en sortir. Mais par ailleurs, on m'a quand même fait comprendre que c'était très 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 urgent, que il fallait s'en occuper vraiment tout de suite. Ça reste une maladie grave. Ça reste une maladie grave. En fait, et c'est vrai qu'on a tendance aussi, mais de manière générale, à minimiser aussi le cancer du sein. Ah, et quand c'est pris à temps, c'est bon. Elle a dit la fameuse phrase un cancer du sein, ça soigne bien. Oui. Mais à quel prix j'ai entendu exactement. ça. Exactement. Celle-là, moi, elle m'irrisse le poil, tu vois. Quand on sait tout ce que tu quand tu sais ce que tu traverses en effet effectivement, secondaire. C'est un cancer qui se traite de mieux en mieux. Oui. C'est vrai. Oui. Maintenant, tout dépend à quel stade il est pris, à quel... voilà, mais aujourd'hui, on peut dire on est en rémission ou guéri pour certaines, Dieu merci, mais à quel prix ? On a passé combien de mois à souffrir, à être dans l'incertitude pendant les traitements et le après ? Parce que les gens se rendent pas compte de tout ce qu'on peut penser, le psycho, voilà. Et cette phrase, elle est dure, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est hyper compliqué de se dire, en fait, personne ne se rend vraiment compte de ce qu'on vit en termes de souffrance au niveau du corps, avec les effets secondaires des chimios, tous les traitements que tu prends. Et il y a des chimios qui te provoquent des effets secondaires qui sont irréversibles, et ça, on t'en parle pas vraiment. Ça, effectivement. Enfin, tout le monde réagit différemment, mais du coup, c'est vrai que ça peut vraiment avoir un impact sur le long terme et vraiment te flinguer le corps. Mais en plus de te flinguer l'esprit aussi, parce que c'est un vrai trauma qu'on vit aussi. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez non plus. Et ça, c'est vrai, on va y revenir après sur justement tout ce qui est après traitement, parce que on a déjà fait un épisode là-dessus, hein, d'ailleurs sur les pipelettes. Mais ça impacte tellement de sphères qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui ça se soigne bien. Oui, comme tu dis, Eugénie, on a heureusement aujourd'hui des traitements qui sont de plus en plus efficaces et qui permettent de le traiter du mieux possible entre guillemets quand il est pris à temps. Mais effectivement, à quel prix aujourd'hui, c'est hyper compliqué, et des séquelles on en a encore. Et c'est vrai que des fois être forte, c'est bien beau, mais des fois t'as un peu envie de flancher et de dire merde, est-ce que ça vous est arrivé? Alors moi, j'avais l'impression de vivre un peu plusieurs combats, pour reprendre ce terme. Donc il y avait cette lutte contre la maladie, mais aussi contre mes propres démons qui revenaient, cette culpabilité que j'avais, parce que je me disais, au tout début en tout cas, je pense que j'avais besoin de comprendre un peu ce qui m'arrivait, et je me disais, j'ai un cancer, je ne suis pas surprise de ce qui m'arrive,
C'était obligé parce que j'ai pas soigné tel et tel trauma, parce que j'ai pas pris soin de moi dans le sens j'ai trop stressé, j'ai sans doute mangé de la merde quand j'étais étudiante, j'ai peut-être pas pris suffisamment soin de moi. Donc pour moi, c'était une réponse c'était une conséquence de tout ce que j'avais vécu. Donc j'étais un peu dans une culpabilité. Et comme j'entendais aussi, mais pas de la part des médecins, plus de la part des proches, le moral, c'est X% de la guérison. Je me disais, bon, il faut vraiment que je soigne tout ça pour pouvoir guérir. C'est-à-dire, il faut que je soigne justement aussi mon moral, et ce qui a fait que, selon moi, j'en étais arrivée à développer cette maladie. Et donc, les moments où ça n'allait pas, où franchement, je commençais un peu à déprimer. Puis en plus, voilà, période Covid. Nous-mêmes, nous savons. C'est ça. Le soutien de tes proches, il est plus lointain dans le sens où géographiquement, tu peux pas trop te déplacer. Et donc, c'était compliqué parce que les moments où ça n'allait pas, où j'avais pas du tout le moral, dans ma tête, je me disais, voilà, je vais récidiver. Enfin, c'était aussi basique que ça. Je me disais, j'avais l'impression de maîtriser un petit peu les choses si j'allais bien, si je prenais soin de moi dans le sens, si j'allais faire mes 10 000 pas par jour. Bien sûr. Voilà. C'est ça qui va nous aider à guérir. Bien évidemment. Évidemment. C'est bien connu. Quand tu peux les faire, surtout. Oui, c'est ça aussi. Puis pareil, on m'avait dit, parce que moi je m'étais surdocumentée avant même d'avoir le diagnostic, je m'étais renseignée à fond sur quel cancer je risquais d'avoir. J'étais déjà au courant de triple négatif, HER2, etc., etc. Vraiment, j'étais très très informée. Et pareil, j'avais lu, il faut faire une activité physique pour pallier les effets secondaires. Donc je me disais, ça ira si j'arrive à bouger un petit peu, quoi. Sauf que après les chimios, mais tu ne peux pas sortir de ton lit, tu es totalement malade. Donc je me disais, je vais pas. C'est la fin. C'est la fin. Non mais vraiment. En gros, je suis une épave. C'est quoi cette vie, quoi. Enfin, quelle image je donne et je m'en sortirai pas. Enfin. Je te rejoins là-dessus. Il y a un prof d'APA qui m'a fait culpabiliser parce que j'arrivais pas à faire les exercices. Du coup, j'avais un suivi APA, mais vraiment que j'ai eu pendant un très court laps de temps. J'ai vite arrêté, mais aussi avec la période Covid, on pouvait pas trop se retrouver assez souvent. Mais les peu de fois où j'y allais, je me souviens qu'il y a un moment où j'arrivais vraiment pas à me bouger en dehors de ces moments justement où j'allais faire mon truc d'APA. Et le prof m'a vraiment dit en mode, mais t'as 24 ans, genre t'es pas censé être aussi mal entre guillemets, donc limite c'est une excuse entre guillemets que tu te donnes, tu te fous de ma gueule, pardon, mais est-ce que t'as déjà eu une chimio dans ta vie avant de dire ça? Enfin, il y a vraiment aussi ce truc de quand t'es jeune, t'encaisses mieux, et donc du coup t'es censé plus te bouger et faire plus d'efforts. Ouais, ça je l'ai beaucoup entendu aussi. T'es jeune, donc ça va aller, tu t'en remettras vite. Ça prend du temps quand même. Ah oui. Non, puis c'est surtout alors où on te dit normalement un cancer ça arrive plus vieux, entre guillemets. Et aujourd'hui, nous, on a des enfants. On est peut-être jeunes, effectivement, mais on a des enfants. Je veux dire, on n'a pas que nous. Une fois qu'on rentre de chimio et que voilà, tu peux pas en fait te permettre, en tout cas, surtout si t'as personne autour. Même si moi j'ai eu énormément de soutien, mais tu t'es dit c'est pas la normalité des choses. Et je dois être là pour mes enfants, Alors moi, ça a été une grosse culpabilité, par contre. Et il y a une fois où je me suis autorisée à dire stop, j'en ai marre. C'était pour la dernière, parce que vraiment, alors en plus, je savais que j'étais déjà en rémission. Enfin, vraiment, tout était au vert. J'avais vécu 2 grosses hospices qui m'avaient fait énormément de mal, mais j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché. J'y suis retournée les jeudis d'après, etc., etc. Les médecins, ils vous disent tellement, vous connaissez les limites de votre corps. Vous saurez quand vous ne pouvez plus. Là, je l'ai senti. Je vous jure, les filles, il y a un moment donné où je me suis dit, on arrête. Et donc, j'ai toujours eu mes chimios un jeudi. Et le samedi, je dis à mon mari et ma mère, j'ai dit, je vous préviens, je ne ferai pas la dernière. Alors là, incompréhension totale. Et pourquoi ? Parce que du coup, on t'a vu aussi rien lâcher et c'est ça. Bim, ça tombe un peu comme il en reste qu'une, tu peux pas faire ça. Enfin, tu te rends compte. Je m'en fous en fait, je peux plus. Je peux plus. Et par contre, j'ai pas pris cette décision à la légère et je me suis fait accompagner. Donc tout de suite, j'ai écrit à ma psy, j'ai écrit à mon oncologue qui m'ont rappelé derrière. On en a discuté. Elles m'ont pas forcé la main en quoi que ce soit. Et j'ai dit voilà clairement à mon docteur Haïk, j'ai dit on arrête en fait.
je peux plus. Ouais, Et elle m'a dit, voilà, en fait, il en reste qu'une. On en a 15 derrière. On a un très bon résultat. Moi, le but, c'est que votre moral, il soit au top. Voilà. Dans un mois, il y a l'opération. Il y a encore les rayons derrière. Il y a encore tout le protocole qui persiste. Je peux pas me permettre, voilà, Et puis, de toute façon, je lui disais, je pense que ça passera pas. En fait, je le sens pas. Donc là, on a arrêté là et ça a été un immense soulagement. J'en ai pleuré de bonheur. Mais oui. Parce que pour moi, c'était le plus compliqué, cette chimio. Mais grande satisfaction aussi de la part du médecin de m'avoir écouté et puis de la psy de m'avoir accompagnée. Oui. Mais là, mes proches, mon mari, mon père, par exemple, ont du mal à comprendre ça. Il aura fallu des semaines pour comprendre pourquoi j'avais lâché comme ça. Alors, je n'ai pas lâché. Non. D'ailleurs, c'est ce que je leur disais. Bien sûr. Je n'arrête pas le combat. Mais ça, je peux plus. En fait, on arrête. Oui, tout à fait. Voilà. Non, comme tu dis, tu as connu tes limites, tu te connais. Enfin, faut s'écouter aussi. Et complètement. Tant que tu as eu les feux verts de tous les médecins, le personnel soignant qui t'accompagne, t'as pas fait ça... comme tu dis, sur un coup de tête ou voilà, t'as conduit ton traitement. C'est vrai que c'est un marathon en soi, un traitement contre le cancer. Complètement. Faut pas le prendre comme une course ou un truc, voilà. C'est un putain de marathon. Donc, t'as bien fait de t'écouter et pour le coup, là, tu vois, d'être autorisé à dire, là, ça va pas, je peux plus, d'avoir fait quelque chose derrière et d'avoir suivi cette idée jusqu'au bout, ça t'a permis de mieux vivre finalement cette fin de chimio et tout le reste de tes traitements. Et ça peut être hyper bénéfique. C'est vrai que c'est hyper dur de se le dire. Et ça peut être effectivement source d'incompréhension au niveau des proches. Mais c'est tellement important. Faut s'écouter. Je me souviens aussi qu'une fois en chimio, vraiment, mon corps m'a lâché aussi pendant ma récidive où vraiment en milieu de chimio, j'ai commencé vraiment, pareil au niveau cardio, à tachycarder, mais de façon hyper bizarre. Je pensais littéralement que j'allais faire un arrêt. En fait, je suis allée aux urgences et tout. On m'a dit, mais tout va bien, c'est juste là, votre mental qui n'en peut plus, effectivement. Et c'est vrai que ça arrive et c'est normal. Et il faut s'autoriser à le dire, à en parler et à pas rester seul avec ça. Parce que l'entourage, même s'il comprend pas, c'est votre corps, c'est vous, votre ressenti qui prime plus que tout, et l'entourage finira par comprendre, les médecins finissent par comprendre aussi, voilà, ils vous accompagnent aussi, ils connaissent votre cas. Oui, et puis de toute façon, faut accepter ces traitements qui... moi, j'ai mis du temps à me dire, c'est ce qui va me soigner. C'est ça qui est difficile, je pense, parce que pour ma part, je pense que c'est assez commun à beaucoup de femmes, le cancer, sauf quand il est vraiment à un stade extrêmement avancé, ça fait pas mal, finalement. Oui. On n'est pas malade dans un premier temps. C'est les chimios qui rendent malade. Et ça, c'est très très dur d'accepter le fait que ce qui va te soigner, c'est ce qui va paradoxalement te rendre malade. Totalement. Et puis, aussi ces espèces de ruminations. Moi, je sais que ça me pesait beaucoup d'essayer, comme on en parlait tout à l'heure, de préserver mes proches, de faire en sorte que tout va bien. La journée, j'essayais d'être une maman à peu près normale, d'être une femme, une amie, à peu près une sœur, une fille. Fonctionnelle. Voilà. Fonctionnelle, j'essayais d'être à peu près moi-même. Et puis c'était la nuit, quand tout le monde était couché, là j'étais seule avec moi-même. Voilà. Et c'était souvent à ce moment-là que j'en profitais pour me réfugier sur les réseaux sociaux, pour discuter avec des copines de galère. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ce qui n'était pas forcément trop compris par mes proches, justement, parce qu'ils me disaient mais tu discutes beaucoup avec des gens que tu connais pas. Alors, bon, c'est qui ces inconnus? C'est ça, quand même. Et puis tu parles beaucoup, tu racontes ta vie. Il y a des inconnus. Ben oui, mais c'est des personnes qui peuvent mieux comprendre, et puis ça évite aussi de tout le temps embêter les mêmes personnes qui comprennent elles peut-être pas forcément, puis qui ont aussi besoin d'essayer pas de passer à autre chose, mais d'avoir leur vie aussi à eux. Et puis ne pas leur faire trop de mal aussi, je pense, parce que il y a des choses que on va pouvoir se dire parce qu'on se comprend, mais à eux tu veux pas leur dire. Exactement. Tu veux pas leur dire que par moment, t'as très très peur de mourir, en fait. Ah oui. C'est exactement ça. Et moi, je sais que c'est très très glauque, mais je m'étais dit à un moment donné, il faudrait que je prépare ma playlist d'enterrement. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que je me dis, s'il doit y avoir une date de péremption qui se rapproche, que je puisse au moins, que je puisse m'en occuper moi, comme ça libérera un peu de cette contrainte à mes proches, en fait. Oui, ça c'est vraiment le pire de tes ruminations à 3h du mat. Oui, c'est ça, c'était les pires. Oui, clairement. Et heureusement que t'es seule dans ces moments-là, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est hyper dur à encaisser, très clairement. Heureusement, pour le coup, là, les psys,
Et c'est là aussi, je pense, où tu relativises vachement les moments de ta vie difficiles où tu as eu parfois peut-être des envies, des idées très très noires. C'est là où tu te dis, mais merde, en fait, non, pas du tout. En vrai, non, j'ai pas envie de mourir, quoi. Et tu en prends conscience vraiment, je trouve. Ah oui. Et c'est assez... quand t'es au fond de ton lit, là, comme tu disais tout à l'heure. C'est à la fois terrible et quelque part un peu beau aussi, parce que c'est ça qui te donne une impulsion. Exactement. Moi, c'est ce que je me disais, là, ce mur bleu dans ma chambre, si vous saviez comme je peux plus le voir, et je me disais, mais oh là là. Donc là, je suis au bout de ma vie, bien sûr, je peux pas bouger, j'ai envie de vomir, je suis bonne à rien, j'ai 0 de tension, bref. Et j'ai trop envie d'aller à la mer. Ouais. J'ai trop envie de me bouffer un McDo de fou. Ou j'ai trop envie de m'acheter des fringues. J'en sais rien. Vous voyez le truc du moment. Et ben maintenant, je peux vous dire que quand j'ai envie, je le fais. Ah ouais, faut pas s'en J'attends priver. plus parce que je me rappelle ces moments. Et avant, je m'autorisais pas parce que je me prends pas cette petite chemise. Elle est vraiment trop belle. Mais bon, voilà, non. En fait, maintenant, je m'en fous. Ah oui. J'en achète 2 même, s'il faut. Totalement. Mais oui. Voilà, c'est ce genre de truc où je suis complètement d'accord avec toi, où les moments les plus sombres, où tu te dis, voilà, non, j'ai pas envie de mourir, et puis quand je pourrais, je ferais ça. Et je me pose plus de questions. Totalement. Et c'est vrai que ça t'aide à tenir. Je me souviens aussi de longues heures pendant les EC avec les mucites plein la bouche où t'as juste envie de gras. Ça, j'avais oublié. Ça, c'est affreux, ça, les mucites. Les mucites, en plus des nausées, des vomissements, du mal de bide, de tes crampes, de la fatigue. Enfin, voilà, tout ce qui te... Heureusement, on a une mémoire sélective quand même. Parce que tu vois, moi, j'avais oublié tout ça. Mais ça, c'est horrible aussi, les mucites. Pas moi, je m'en souviens. Les poches de chimio rouge, là, tu vois, je l'aime toujours pas, celle-là. Mais c'est vrai que oui, du coup, ça te tient. Enfin, c'est vrai que dans ma tête aussi, je suis en mode putain de merde, mais j'ai tellement hâte de pouvoir manger. Mais par contre, c'est ça aussi, je trouve, qui met une barrière entre les survivants et les bien portants, tu vois. C'est là où tu te dis, ceux qui sont en pleine santé, ils ont des problèmes normaux, des petits problèmes. Et moi, je les jalousais, ces gens-là. Je me disais, mais j'aimerais bien avoir des petits problèmes. Là, j'ai juste peur de mourir. J'aimerais bien retrouver une forme de normalité. Une insouciance, oui. Ouais, une insouciance. On a perdu. Je pense qu'on a perdu certainement définitivement. Je pense. RIP, dans la petite salle de consultation, on vous annonce très froidement que vous allez avoir un cancer. Oui, clairement, l'associance, tu la vois partir très très loin devant toi. Mais après, tu la réinventes autrement après et c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que sur le moment, au niveau des traitements, et même, je pense aussi aux filles qui n'ont pas de chimio nécessairement, juste l'annonce, même l'hormono, la radiothérapie, tout, ça peut te cramer aussi. Ça peut aussi avoir des effets quand même. Même s'il n'y a pas de chimio, à partir du moment où le cancer est prononcé, c'est déjà un traumatisme. Je pense. Clairement. En parlant d'injonctions, moi je sais que j'avais beaucoup d'injonctions un peu auto-induites, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on les a intériorisées aussi. Ouais, je pense bien que c'est sûr. Ça qui est très... ça. Moi je me disais... je m'imaginais en tout cas, après la maladie, quand je serais déclarée guérie, déjà je me disais, moi je dirais pas que je suis en rémission, moi je dirais que je suis guérie. Voilà. Oui. Ça a plus de poids. En fait, non, je dis toujours pas que je suis guérie. Ça fait 5 ans. T'as peur de porter la froumoune, quoi. Non, c'est ça en fait. J'ai peur de me porter la poisse, donc non, je suis en rémission complète, mais j'arrive pas à dire que je suis guérie. Et je me disais donc à l'époque, quand je serai guérie, je verrai la vie différemment, je me soucierai moins des petits problèmes justement, je serai encore plus warrior, encore plus affirmée, en gros une version de moi 2.0. Voilà, c'est ça, nouvelle version quoi. Et en fait, mais pas du tout, j'avais l'impression d'être encore plus fragile. Parce que j'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance en la vie et en mon corps non plus. Donc c'était difficile. Le trauma. Oui. Mais c'est fou. C'est vrai je sais pas si tu l'as ressenti toi aussi, Eugénie, ce truc de te dire après je serai une ultra badass de fou, encore plus que je le suis. C'est vrai que tout ce qu'on a terrorisé, c'est ce que toi aussi tu l'as dit. Alors moi je connaissais pas du tout tout ce qui était psycho, etc. parce que j'avais jamais eu affaire. Moi c'est plutôt un peu le contraire d'Audrey, c'est que moi, je cherche encore le pourquoi. En fait, j'ai eu ce foutu machin là, parce que j'ai pas aujourd'hui de cause. Tu ne te retrouves pas dans l'hygiène de vie, à fumer. Donc c'est pour ça que je change aujourd'hui certaines choses. On en parlera après, comme tu disais. Mais du coup, je me suis dit bon, allez, je vais me faire aider quand même. C'est pas parce que j'ai un mental d'acier. De toute façon, voilà, personne n'est
On est humain, hein, voilà. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Même si je la faisais rire parce que bon tout va bien encore cette semaine. Oui, ça va, mais bon, je suis contente de vous lâcher mes valises là. Voilà, donc très bien. Donc la psy, moi, oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu du mal un peu à trouver. J'ai pensé à plein de choses. Je m'étais dit, je ferai quelque chose de ce cancer, quelque chose de bien après. Ou pendant, j'en sais rien, je savais pas. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé avec Jeanne et Rose, donc je sais maintenant pourquoi. Mais je m'étais dit, est-ce que je vais passer par de l'écriture ? Est-ce que je vais ouvrir un compte Instagram ? Est-ce que j'en sais rien. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Alors d'abord, me demandez pas pourquoi, j'ai eu besoin de faire de la photo. J'ai dit, je veux garder un souvenir de ça, au même titre que mes grossesses. Donc j'ai fait des photos. J'ai fait des photos avant l'opération, crâne rasé, sans poils, voilà. Et j'ai fait après. Et j'en fais toujours. Et ça me fait énormément de bien. Et je veux mettre ce putain de livre dans ma bibliothèque, tu vois, et de le montrer fièrement comme j'ai pu montrer mon livre de grossesse ou de mariage. Donc ça m'aide, bizarrement. Donc aujourd'hui, je peux dire, voilà, je savais pas au départ de me dire je ferai quelque chose mais je ne sais pas quoi, et aujourd'hui je suis en train de le faire et ça me fait beaucoup de bien parce que je suis toujours encore sous immunothérapie, donc c'est pas terminé mais ça me fait du bien et ça m'épanouit, et je vois à travers aussi mon entourage que ils voient que je vais bien, malgré ça se ressent, oui, ouais, ça se ressent. Donc il faut trouver du positif de toute façon, hein. Sinon t'es... Ah oui, clairement. C'est vrai qu'il y a du positif, il y en a. Et c'est vrai que par moment, t'arrives pas forcément à le voir parce que t'es dans le dur et c'est normal. Maintenant, je le vois mieux. Voilà, tu vois, au début, j'ai monté à fond dans le truc, mais petit à petit, ça vient éclairer tout ça. Mais non, enfin, moi, je m'accroche toujours, j'essaye du moins au positif. Oui, mais la psy, même tous ces moments que tu peux avoir, par exemple, par rapport à la Ligue contre le cancer, les moments à la socio-esthéticienne, tout ça. Franchement, moi, je prends tout ce que je peux. Oui, les temps de support, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai, on parce en parle que, pas assez, ouais. comme tu dis, là, ça allie le physique et le psychologique. Et moi, ça m'a fait énormément de bien. Totalement. Et ça prend aussi, ça te permet de prendre conscience aussi du chemin parcouru et du fait que effectivement tu sois toujours là, et ça fait du bien aussi des fois de se le dire waouh, ok. Ouais, même les filles, tu vois, la socio-esthéticienne quand waouh, vos cheveux ça pousse grave. Oui. Mais voilà, mais oui, t'as tellement vu au bas du machin, tu vois, c'est vrai, des fois ça fait trop du bien. Donc totalement. C'est chouette. Mais c'est vrai que c'est important je comprends l'idée de se focus sur le positif, mais du coup là pour le coup c'est une question un peu plus ouverte. Est-ce que d'après vous on est toujours obligé de se focus sur le positif aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cette injonction aussi, et c'est vrai que on peut des fois se le mentaliser aussi, de se dire il faut absolument que je reste positif. Je sais plus quand est-ce qu'on l'avait abordé, le mental c'est 90% de la guérison ou quoi. Est-ce que on est vraiment obligé de le faire tout le temps? Est-ce que, c'est vraiment une question très ouverte, et pour le coup, toi, ça t'aide de fou. Et comment tu le ressens? Et toi, Audrey, est-ce que tu ressens ça aussi? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel on doit être obligé d'être... Je l'ai ressenti aussi, parce qu'au tout début, je le souhaitais aussi. Je me disais, il va falloir que j'en fasse quelque chose de ce cancer. Mais on me l'avait dit aussi. J'avais des amis qui m'avaient dit, tu verras la vie différemment. Peut-être que tu vas en profiter, justement, comme tu as du temps maintenant, pour renouer avec des vieilles passions, pour peut-être, je sais pas, te remettre à l'écriture, au dessin, etc. Et donc c'est ce qu'on a fait effectivement avec Elodie, qui était une ex-patiente, elle aussi, en rémission complète, elle aussi. Donc voilà, on a fait ensemble on a créé ensemble ce livre pour enfants. Elle a créé l'histoire et moi j'ai fait les illustrations. Donc ça c'était chouette, parce que c'était une forme d'accomplissement quelque part, même si c'était avant tout un accomplissement personnel. Enfin, je parle pour moi, c'était quelque chose que j'ai fait pour moi, pour ma fille aussi. Après, par moments, je me mettais aussi la pression par rapport à ça, parce que je me disais, il faut que je donne cette image de nana qui s'en est sortie, qui s'en est sortie plus forte, et en plus, elle en a fait quelque chose. Je voulais donner un peu de l'espoir. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas mal aussi, dépendante du regard des autres. Enfin, je crois que j'avais besoin de donner cette image de fille forte, parce que c'était gratifiant pour moi de voir dans le regard des autres
que je dégageais cet optimisme-là, alors qu'au fond de moi, moi, je sais que ça me coûtait, en fait. Justement, là, quand il a fallu faire la promotion de ce livre, au fond de moi, c'était difficile de me mettre en avant pour parler de la maladie. C'est chouette, mais c'est pas forcément quelque chose qui est simple, parce que... Et puis, c'est très énergivore de faire quelque chose pour tirer du positif de cette expérience malheureuse. C'est épuisant, Oui. je trouve. Non, carrément, t'en penses quoi Alors moi je suis d'accord, c'est que effectivement t'as envie de dire bah ok j'ai un cancer mais ça va, je gère. Ouais, c'est ça. Mais en fait il y a des fois j'avais pas envie. Enfin comment te dire, même si dans la vie je suis très coquette, très tirée à quatre épingles et tout, bah il y a des fois j'avais franchement la flemme. Et ça m'est arrivé par exemple à une soirée, il y avait du monde et tout ça, ma mère me dit mais t'as pas mis ta perruque? Bah non en fait j'ai pas envie de mettre ma perruque, tu vois. Parce que ça me gratte, parce que j'ai chaud. Et en fait, on s'en fout. Enfin, tout le monde sait que j'ai un cancer, donc j'ai envie de te dire, voilà quoi. Donc, t'as des moments comme ça. C'est vrai que c'est un peu chiant. Des fois, tu lâches. Mais ça, par contre, j'ai appris un peu plus à lâcher. Alors, ça a été mon gros souci, ça. Les médecins, la psy, souvent me disaient, il faut lâcher, arrêter de tout vouloir tenir et contrôler. Il faut s'accorder. Donc, ouais, pour répondre à ta question, je le faisais, mais plus chez moi. Tu vois, il y a des journées où j'ai rien fait. Et c'est pas grave, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais pas envie, et voilà. Mais parce que je me disais, voilà, par contre, quand je veux sortir, ou que, bah là, je me fais plaisir, je me maquille, je me pomponne, voilà. Mais, oui, il a fallu s'autoriser parfois à lâcher du mot, et de dire, bah non, en fait, aujourd'hui, je serai pas maquillée, je serai pas, voilà, mais parce que, bah, j'ai pas envie, et il fallait s'autoriser ça aussi, de temps en temps. Et puis, bah, de montrer, montrer cet aspect-là aussi du cancer, parce que c'est pas parce qu'on est jeune et que toujours bien pomponné, il y a des fois aussi il faut montrer que le cancer, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on a la flemme de s'habiller, voilà. Donc pour mes enfants, j'ai tenu bon, parce que ma plus grande me disait, maman, à l'école, tu fais au moins tes sourcils. Mais pauvre chérie, en fait, on sait tellement, les enfants sont pas très cool entre eux, donc j'ai dit ok, je fais ça, parce que c'est déjà pas évident aussi de voir une maman avec un turban. Mais moi, j'ai pas joué le jeu de non, en fait, j'ai rien. Non, au contraire, moi, j'ai montré. Ça fait partie de la vie aussi. Ouais, je suis allée crâne rasé, tout ça. Non, mais pour montrer, en fait. Du coup, ça fait une bonne transition, parce que forcément, l'image de soi et tout pendant les traitements, on peut souvent ressentir une pression, même légère, à devoir rester jolie, du coup porter des accessoires, se maquiller, etc. Faire bonne figure, comme on le dit. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous l'avez ressenti? Comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là? Moi, pour le coup, j'étais pas quelqu'un qui se maquillait beaucoup avant la maladie, et puis pendant non plus, si ce n'est que j'avais quand même pris soin de faire mes sourcils avant de commencer mes traitements de chimio. Mais pendant mes traitements, justement, une amie dont la sœur était esthéticienne m'avait offert une prestation pour pouvoir justement bénéficier d'un maquillage spécial pour me mettre en valeur, etc. Et alors, autant le résultat était très chouette, mais parce qu'elle avait fait du très bon boulot, mais c'était pas moi, ça me ressemblait pas du tout. Donc pour le coup, marrant, j'avais vraiment l'impression de ressembler à quelqu'un qui cherche à faire bonne figure. Quelqu'un qui, pour le coup, j'avais l'impression d'être vraiment malade. Ok. Paradoxalement, ouais. Ok. Même si ça faisait pas malade dans le sens, c'était plutôt chouette, quoi, mais... Ouais, bizarre. Enfin, ouais, c'est vrai que du coup, tu l'as vécu comment? Enfin, ça me ressemblait pas. C'était chouette, Oui. mais j'avais l'impression que c'était pas moi, quoi. Mais du coup, ça t'a pas donné envie de continuer ou de, ouais, pas forcément. Un petit, mais plus tard, un peu plus, mais plus tard. Là, maintenant que le temps a bien passé, pour le coup, je me maquille plus qu'avant. Je mets plus les yeux en valeur que je ne le faisais avant. Mais ça, c'est peut-être un truc qui est resté. Mais à la base, non, je suis pas quelqu'un qui se maquillait beaucoup. Et même pendant la maladie, je cherchais pas forcément trop à modifier cette partie-là de moi. Je donnais plus le change psychologiquement, on va dire. J'essayais de tourner la chose en dérision. Moi, ça me faisait marrer de dire que je ressemblais à l'oncle Fétide. Oui, c'est vrai.
plutôt que certaines nanas super canon avec le crâne rasé, des belles boucles d'oreilles, super maquillage. C'était pas moi, quoi. Ça me ressemblait pas. Ah bah du coup tu l'as vécu de façon authentique avec toi-même, mais Ouais, c'est ça. Ouais. ultra cool aussi parce que toi du coup Eugénie tu le dis que tu mettais tes turbans, tu te faisais toute belle et tout, est-ce que ça te faisait plaisir? Est-ce que aussi c'est quelque chose que tu faisais en conscience? Est-ce que vous faisiez justement cet effort? J'utilise le terme effort, mais en tout cas cette action de se pomponner, de prendre soin de soi entre guillemets, de se maquiller. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais consciemment pour toi ou est-ce que tu sentais justement cette pression un peu ou pas? Ah oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été tirée à 4 épingles, maquillée, coiffée, habillée. C'était hyper important. Alors je le faisais pour me faire du bien, c'est vrai. Parce que il y a des jours clairement j'avais pas envie, donc voilà, ça je m'autorisais plus ça, voilà, de me dire voilà on lâche du mou, là je suis pas maquillée, tant pis. Mais quand je le faisais, c'était pour me faire plaisir, pour me faire du bien, et ce qui me faisait sourire de temps en temps, c'est quand vraiment je poussais le jeu jusqu'au bout, où je mettais ma perruque, parce que ma perruque en fait était vraiment très proche de ma coiffure avant de perdre mes cheveux. Et en fait c'est quand je voyais dans les yeux de mes filles et de mon mari, c'est tu sais genre elle est là, quoi. C'est maman. Ouais, on retrouve maman, quoi. Ouais, je comprends. Alors, ce moment, il est hyper émouvant et il est dur à la fois. Parce que j'ai dit, mais en fait, je serais plus comme ça, quelque part. Et d'un côté, ça me faisait du bien pour elle, pour elle et pour lui. Mais oui, si je me maquillais, c'était vraiment pour me faire plaisir et voilà. Et là maintenant, je suis revenue à me maquiller tous les jours, à me faire plaisir, les boucles d'oreilles, les machins. Moi, j'aime ça, donc ça me fait du bien. Oui. Oui, je comprends. C'est vrai que pour le coup, le regard des autres, il est mine de rien impactant et c'est vrai qu'on a tendance des fois à le faire plus pour les autres que pour soi. Enfin, c'est vrai que moi, je me souviens aussi quand j'étais chauve, j'avais vraiment du mal à... Enfin, j'étais OK avec moi-même, le fait de perdre mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Enfin, c'était pas quelque chose qui était hyper choquant entre guillemets, ou en tout cas c'est vrai que sur le coup ça marque un peu la maladie sur toi et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais j'étais tout à fait OK avec ça. Et avec mon ex et tout, les potes, ça allait plus ou moins, mais c'est vrai qu'avec la famille c'était hyper compliqué. Enfin, je me souviens vraiment d'une visio que j'avais faite du coup en plein Covid aussi. Audrey et moi on a été diagnostiqués dans la période de Covid, la promo 2020 exactement. Et ouais, cette visio elle a été hyper difficile parce que pour une fois entre guillemets qu'on faisait une visio ensemble et que j'étais en mode j'enlève perruque et tout, artifice, il y a pas de souci, je sentais vraiment dans leur regard que c'était hyper compliqué, qu'il y avait un peu de pitié, quoi, mine de rien, et que c'est vrai que toi-même du coup t'es en mode merde, les prochaines fois, du coup, je m'étais un peu forcée, entre guillemets, pareil, à faire bonne figure aussi pour éviter de revoir un peu ce regard-là. On se doute bien que c'est compliqué de leur côté aussi. Et je leur jette pas la pierre maintenant. Et voilà, ils et elles l'ont fait comme ils pouvaient sur le moment. Mais c'est vrai que toi, quand tu reçois ça, ça te renvoie encore plus à ce que tu es en train de vivre c'est ça. Et tout ce qui est compliqué pour toi. Enfin, tu le sens dans le regard des autres. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, par moment, t'as un peu cette facilité de dire vas-y c'est bon, ouais je me pomponne, je fais genre entre guillemets, parce que pareil aussi j'avais plein de perruques et plein de manières. Enfin moi j'aimais bien changer de tête, mais il y avait aussi une perruque des frangines qui faisait vraiment un peu comme l'apparence que j'avais avant entre guillemets, et du coup qui me faisait du bien aussi un petit peu paradoxalement aussi, de se dire ok tu te retrouves un peu, mais je sentais que ça faisait surtout du bien aux autres aussi, de se dire ok comme toi on retrouve maman, on retrouve un peu qui t'étais avant aussi. Et c'est vrai que des fois la limite elle est un peu fine entre ce que tu fais pour toi, parce que des fois t'as juste envie aussi de te sentir bien et te pomponner pour te faire plaisir, et les attentes qu'on a mine de rien par rapport aux autres et au regard des autres, et le fait que la maladie elle se voit et t'as pas forcément envie de le ressentir à travers le regard des autres, c'est hyper compliqué. Mais c'est pour ça que c'est hyper important, comme tu disais tout à l'heure, de montrer aussi un peu l'envers du décor entre guillemets, que c'est ça aussi, que c'est aussi la perte des cheveux, la perte des cils, la perte des sourcils, que des fois t'as la flemme, que des fois t'as pas envie, des fois t'es fatigué, et c'est ce que tu es aussi. Ton identité elle change au niveau physique, mais qui tu es profondément, comme toi Audrey finalement, le fait de toi de te maquiller, ça te ressemblait pas, mais tu restais toi aussi Eugénie, on reste nous-mêmes finalement. Ouais, c'est ça, on change pas drastiquement non plus.
ces paradoxes qu'on ressent pendant les traitements, on peut les ressentir après aussi avec d'autres choses qu'on peut se dire une fois que ça est terminé, en tout cas qu'on s'éloigne un petit peu des traitements. D'autant plus, voilà, ce que tu dis sur le fait de faire quelque chose, etc., de la maladie, mais aussi on en avait parlé un petit peu avant de pourquoi ça nous est arrivé. Est-ce que vous avez ressenti justement ce besoin de comprendre le pourquoi? Moi, je sais que dans mon cas, ils ont tout de suite pensé à la génétique. Donc, j'ai eu toute une batterie d'examens. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas génétique. Donc, moi, je suis toujours vous savez, que le gros point d'interrogation. Je ne sais pas. Alors, je vis au milieu des vignes et des champs. Voilà, je suis à la campagne. Mais j'aurais pu très bien vivre en ville, la pollution, le machin. Donc, voilà, je ne fumais pas, je ne buvais pas, alors toujours pas. Mais... Enfin, vraiment, moi, je ne comprends pas et c'est ça qui est difficile. J'ai été interviewée là il y a un peu plus d'un mois par notre journal local à ce sujet, en fait, la survenue des cancers chez les personnes jeunes et puis notamment les causes. C'est difficile encore parce que voilà, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que faut que je change mon alimentation, comme tu dis? Faut que je fasse plus de sport? Faut que voilà, j'en sais rien et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Donc tu vois, quand Bergonier m'a demandé si je pourrais emmener mes filles pour continuer à la recherche, à faire avancer la recherche et tout, bien évidemment que j'ai dit oui. Oui. Bien évidemment, oui, je serais vraiment heureuse pour les femmes dans 10, 15, 20 ans si on peut leur dire, si on sera capable de leur dire, vous avez un cancer du sein parce que c'est ça. Mais c'est encore trop c'est vague. compliqué de pas savoir, je trouve. C'est trop vague. Parce la génétique, c'est dur, mais je me dis, au moins, j'ai au moins un semblant de réponse. Là, je n'en ai pas. Et donc, je ne sais pas et c'est compliqué. Donc, j'essaye d'opérer des petits changements. Je bannis le plastique. J'ai changé tout mon maquillage. Ça, c'était aussi par le biais de la chimio. Mon gel douche, tout ça. J'ai gardé en fait ça. Mais à côté, je fais attention à ce que je mange. Les farines dans le pain. Maintenant, je fais attention que ça soit de la T, au minimum de la T65 ou de T80. Je commence à faire attention à ça. Je limite le papier. Je veux plus d'aluminium, mais bon, faut aussi savoir changer ses habitudes de vie. Aussi. Mais bien sûr, c'est ça. Changer ses habitudes de vie, c'est pas facile. Donc, et qu'est-ce qui fait que, alors, tu vois, avec mon mari, on essaye. Tu vois, c'est peut-être ça, machin. Voilà, je prends plus du thé en sachet, je prends vraiment le thé à la source et puis je le mets dans mon. Mais après, des fois, je me dis, mais franchement, pourquoi tu te prends le chou, en fait? Ça se trouve, c'est pas ça, et voilà. Exactement. Mais c'est compliqué. En fait, c'est normal parce que le cerveau a vraiment besoin de sens. Ils essaient de chercher du sens dans tout. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a besoin de ça pour continuer à vivre, à trouver un sens justement à ce qui se passe autour de nous. C'est essentiel et vraiment notre cerveau est programmé pour ça. Donc c'est normal et d'autant plus dans le fait d'avoir une maladie grave aussi jeune. On se demande doublement pourquoi ça nous tombe dessus, d'autant plus quand c'est pas génétique. Mais du coup, est-ce que vous avez justement ressenti cette pression à tout faire bien? Donc toi, Eugénie, tu le fais au quotidien, mais est-ce que c'est une pression? Est-ce que toi, Audrey, tu le vis aussi? Comment est-ce que c'est une pression pour vous? Oui, je l'ai surtout ressenti quand j'ai repris le travail avec certaines collègues, notamment, qui elles, pour le coup, elles n'ont pas été touchées par la maladie, mais elles sont assez attentives à ce qu'elles mangent, etc. Et elles s'attendaient à ce que moi aussi, je me mette à adopter un régime sans sucre, sans produits, sans gluten, je ne sais quoi. Et j'avais trouvé ça assez violent de la part d'une collègue. Alors, je pense que c'était maladroit de sa part, mais c'était pas très... Bon, c'était pas forcément bienvenu. Quand elle me voit ouvrir un sandwich, voilà, j'avais un petit sandwich de triangle, elle me dit tu manges toujours pas de légumes, ils t'ont pas dit les médecins qu'il fallait... Et donc je me disais mais déjà comment ça je ne mange toujours pas de légumes, j'en mange pas forcément là tout de suite maintenant devant toi, mais t'as mis une caméra dans ta cuisine, fais gaffe. Oui, c'est ça. Et du coup, on mange du McDo, on mange tout ce qu'il faut pas. Exactement, mais c'est ça. Mais du coup, je me disais, puis surtout de rajouter, les médecins ils te l'ont pas dit, comme si ça, voilà, le fait que je mange un sandwich, ça te rend fautive en fait quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. De la part de personnes qui sont comme ça très, 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 presque dans une forme d'orthorexie, tu vois, c'est-à-dire à manger, à être très, très vigilante sur ce qu'elles mangent. Elles s'attendaient à ce que moi aussi je devienne une espèce de
voilà, un peu Mais comme en quoi, c'est- fixette mais oui. sur la nourriture, alors que oui, je me mets, je pense que j'ai toujours plutôt bien mangé en plus, même si bon voilà, quand j'étais étudiante, je me faisais souvent des soupes instantanées. Oui. Bon, bref, On a tout fait. Voilà. C'est- c'est la crise. Bah oui, clairement. Mais mais cela dit, je me dis aussi, bon voilà, on a survécu à un truc assez grave. C'est aussi pour profiter de la vie derrière et pour se faire plaisir aussi un peu quand même. Heureusement, bien sûr. Ouais. Mais ce que tu dis avec ta collègue, ça prouve à quel point c'est tellement ancré. Oui, aussi, bien sûr. enfin- Pareil, le stress aussi. Qu'est-ce que j'ai Bien entendu sûr. dire ça? Oh, Mais tu étais mon trop Dieu. stressée. C'est Oh pour ça oui. que tu as eu un cancer. Oh oui. Alors, Oui. moi, j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'en étais au début convaincue. Tout Oui. comme j'ai beaucoup entendu aussi, tu sais, le positif amène le positif. Donc, Oui. il te suffit de penser positif et tu vas guérir. J'y ai beaucoup Oui, cru à moi ça au aussi. début. Vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose Ouais. d'être dans cette croyance à fond. Parce que déjà, j'ai malheureusement vu des personnes très jeunes décéder de la maladie. Donc je me disais, bon, elles étaient combatives, elles avaient la vie devant elles, elles étaient fortes, elles aussi, guerrières, tout ce que tu veux. Mais en même temps, elles Mais sont pas quand forcément même... stressée, positive. Peut-être pas, tout oui, machin. voilà, positives, elles ont fait des choses, elles ont mené Ouais. des projets à bien, mais mince, elles sont quand même parties. Donc c'est peut-être pas si simple que ça finalement. Ah, non. Et Moi, ça je- déculpabilise justement, de se dire, Ouais. non, le stress, on est tous stressés quelque C'est part, ça. on a tous des traumas sans doute, et heureusement quelque part aussi que c'est pas ça qui nous rend malade automatiquement, Non, sinon parce on que- serait tous malades. Voilà, c'est Bah ça. oui. Ouais. Moi, on m'a parlé, j'ai 2 médecins qui ont demandé si j'avais pas subi un choc émotionnel. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, je peux comprendre hein, Alors, cette elle est question. difficile cette question Ouais. parce que oui, tu peux, s'il y a malheureusement un décès, je sais pas, mais tu as aussi des choses qui sont peut-être anodines et que finalement, tu l'as perçu comme un choc émotionnel et Ouais. donc pour y répondre, c'est compliqué. Bien sûr. Mais on m'a demandé, moi, ça aussi. Pas forcément cet aspect de manger sain, Oui, mais c'est vrai fumer, que boire, etc. Mais le on choc s'intéresse émotionnel. aussi aux causes Psychologiques. Oui, c'est ça. C'est Et je peux comprendre parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée, tout de suite, je me disais, je ne suis pas surprise. Ça devait m'arriver parce que il y a telle et telle problématique que j'ai pas réglée. Je me sentais un peu coupable de ça, comme on peut se sentir coupable parce qu'on a entre guillemets abusé de certaines, voilà, ou enfin, même sans abuser d'ailleurs, ne serait-ce que de consommer de temps en temps cigarettes, alcool et tout. Mais c'est pas facile de porter cette culpabilité. Non. Je l'ai Et ressenti ça aussi, va mieux moi. depuis que je me suis un peu affranchie de cette culpabilité, justement, grâce au travail de mes psychologues. Merci à eux deux. Merci les psys, quoi, vraiment. Mais Et oui, puis, équipe de la choc, vie hein. qui passe aussi, mon Bien entourage, voilà, le fait que finalement, entre-temps, j'ai vécu d'autres choses et je suis toujours en vie et bon, finalement, ça va. Yes, mais carrément. Mais c'est vrai que oui, hein, ça pose plein de questions et comme on sait pas trop, forcément, le cerveau, hein, toujours pique, il pique là où il peut et là où il trouve du sens. Mais en tout cas, enfin, c'est à nos âges, en tout cas, enfin, c'est encore très compliqué de se dire que notre faute et c'est pas de notre faute en fait. Enfin, on n'a pas créé notre cancer, heureusement. Et c'est important de le dire, je pense, parce que comme toi, Audrey, enfin, j'ai énormément aussi culpabilisé sur le mode de vie ou quoi, mais juste à 20 ou 30 ans, enfin, bon, il y a peut-être autre chose. Est-ce que vous vous êtes senti poussé à donner un sens à tout ça, justement, à ce niveau-là? Moi, je me suis surtout beaucoup questionnée par rapport à mes projets, mes envies dans le domaine professionnel. Ça, c'est un point que j'ai pas mal travaillé avec ma neuropsy parce que j'avais pas mal de questionnements. J'étais pas toujours très très bien dans ma vie pro. Et donc, on a travaillé sur la notion de zone de confort, Oui. que je voyais aussi pas mal ressortir sur les réseaux, cette espèce d'injonction là aussi à sortir de sa zone de confort. Et moi, j'ai réalisé que justement, je voulais revenir dans une zone de confort. Parce que là, j'étais pas du tout dans ma zone de confort. Justement, j'avais pas envie de tout péter pour partir vers l'inconnu. Au contraire, j'avais envie de retrouver quelque chose qui me faisait du bien, mais pas dans le sens... repartir complètement sur quelque chose qui était démesuré pour moi. J'avais pas suffisamment confiance en moi, en la vie, pour complètement changer mes plans. Donc ça m'a permis de réfléchir à ce que je pouvais accepter, ce qui était ma zone de confort. Et donc ça m'a fait du bien justement de retrouver une forme de normalité, déjà parce que le contexte redevenait un peu normal. On sortait en fin de pandémie.
Et puis je me retrouvais moi aussi un peu plus physiquement. Enfin voilà, le quotidien était un peu plus facile. Au travail, moi j'ai pas changé de travail finalement, mais j'ai changé de manager, donc ça a vraiment fait la diff. et voilà. Et maintenant, enfin, je suis revenue dans une zone de confort. Et vraiment, ça fait du bien. Après, forcément que la maladie m'a donné aussi un peu envie de militer, entre guillemets, à ma petite échelle. Mais c'est assez récent finalement, parce qu'il y a eu quelques années, je dirais, parce que là ça fait donc ma 5e année de rémission, je dirais que pendant 2 ans, j'ai vraiment mis ça à distance, beaucoup. J'en avais besoin. Et alors que maintenant, ça va mieux, parce que vraiment la vie a fait son œuvre. Et maintenant, j'aurais plus envie peut-être de militer davantage sur justement des actions de sensibilisation, de prévention. Et puis tout simplement comme tu le fais aussi avec mes proches, avec ma fille, avec mon petit garçon, il est tout petit pour l'instant, mais lui aussi il saura qu'il est important de s'écouter. Et puis voilà, mais en tout cas j'ai pas eu envie finalement de changer de vie, au contraire, de retrouver une vie normale. Voilà. C'est hyper important aussi, c'est vrai que c'est ok. Oui, tout simplement en fait, pas forcément besoin de déplacer des montagnes. C'est chouette aussi de juste se sentir bien dans sa vie sans forcément être devenu quelqu'un d'autre. Totalement. De toute façon, on est forcément devenu quelqu'un d'autre. Ah oui, et prendre conscience de ce qu'on avait en fait. Oui, aussi. De dire, en fait, c'était pas si mal. C'était même plutôt bien. Carrément. Sans avoir, ou des fois c'est quelques petits changements. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec ça. On en parlait un peu tout à l'heure du coup des collègues, de l'entourage, etc. À votre avis, quel positionnement il faudrait avoir auprès d'eux, en parler ou faire comme si de rien n'était? C'est quoi votre avis sur le sujet? On m'a déjà dit, notamment justement dans le cadre professionnel, après ta maladie, à ton retour, tu vas en gros nous revenir plus forte que jamais, tu vas justement t'affirmer davantage, tu seras plus à même de dire ce que tu ressens, tu te laisseras plus marcher sur les pieds. Dans l'idéal, j'aurais adoré devenir cette personne vraiment confiante, mais finalement, justement non, pas du jour au lendemain. Tu peux pas devenir quelqu'un d'autre parce que la maladie m'a beaucoup fragilisée, physiquement, émotionnellement. Et c'est vrai que c'est une question complexe parce que par moments, justement, je suis assez contente de voir que les personnes de mon entourage pro-familial oublient un petit peu, attention, je minimise pas leur ressenti, surtout par rapport à la famille, mais je vois que eux sont passés plutôt à autre chose et on n'en parle quasiment plus. Et tant mieux, surtout dans le cadre professionnel, c'est chouette de voir on me revoit un peu comme celle que j'étais. Tout en attendant de ma part, que je devienne quelqu'un de fort. Mais c'est compliqué aussi, parce que, et encore plus, je trouve, avec le temps qui passe, avec les années qui passent, moi, je ressens encore un peu des séquelles, malgré tout. Mais je peux pas en parler, parce que dans la tête des gens, c'est bon. C'était loin. C'est loin, t'es passé à autre chose, maintenant, faut pas en reparler. Enfin, il y a des personnes avec qui on sent qu'on peut discuter de choses assez ouvertement, et d'autres où on sent pas forcément une oreille très attentive. Alors on s'adapte, on fait un peu en face avec qui on a en face. C'est pas toujours simple, parce que justement parfois on aimerait que les gens puissent se rappeler un petit peu de notre vulnérabilité, justement. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Ça dépend vraiment des gens, des moments. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. En fait, non, c'est ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, juste s'écouter et se dire, voilà, effectivement, s'il y a une personne en face qui peut recevoir nos émotions et écouter un petit peu notre vulnérabilité, c'est bien justement de s'en saisir, parce que des fois, on a besoin des autres. Et c'est vrai qu'on a des fois du mal à se dire on a tellement l'habitude de tout gérer nous-mêmes que c'est très difficile parfois d'accepter et d'admettre qu'on a besoin des autres par moment pour puis que les autres nous comprennent aussi, c'est ça qui est compliqué. Exactement. Sans attirer trop de pitié non plus. C'est exactement c'est surtout pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on disait, compliqué. Oui, depuis tout à l'heure. Le curseur est difficile à placer.
complètement. Mais des fois, on en a quand même besoin et de s'autoriser à le dire et de savoir que l'autre personne aussi, elle peut, voilà, que c'est un dialogue et que ce soit une communication, voilà, qui soit vraiment bénéfique pour l'un et pour l'autre, pour que l'autre puisse mieux comprendre aussi et que nous, ça nous décharge, etc. Et faire quelque chose de constructif, c'est hyper important. Mais à côté de ça, c'est vrai que des fois, on n'a pas non plus tout le temps envie d'endosser justement cette casquette entre guillemets de patient ou d'ex-patient, parce que on n'est pas que ça et que des fois, on a envie effectivement qu'on puisse nous voir et nous reconnaître tel qu'on est dans notre entièreté, parce qu'effectivement, ça fait partie de notre vie, la maladie. Mais à côté de ça, on reste quand même des personnes capables. Merci beaucoup les filles, vraiment pour votre témoignage et pour tout ce qu'on a dit depuis le début. Enfin, c'est hyper important et on espère que ça trouvera des échos justement aussi et que ça permettra aux personnes qui nous écoutent, même à l'entourage, etc., de prendre conscience un petit peu de ce qu'on vit d'une part, et aux patientes qui nous écoutent de se dire tout est ok en fait. Bien sûr. Toutes les émotions sont légitimes. Oui, tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi aussi, Eugénie, pour cette conversation. Très sympa. Ravie d'avoir été avec vous. Merci infiniment Audrey et Eugénie pour vos partages. C'est précieux d'entendre des vécus pluriels, surtout sur des sujets qui peuvent parfois diviser. Et comme toujours, on le rappelle, il n'y a pas une bonne manière de vivre la maladie. Le plus important, c'est que ce soit la vôtre. Pas celle des réseaux, pas celle des autres, pas celle qu'on vous a suggérée, la vôtre. Si vous aussi vous avez envie de réagir ou de témoigner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet des injonctions autour de la maladie, il y a un excellent podcast qui s'appelle « Vulnérable mais pas coupable » qu'on vous recommande fortement. Si vous êtes touché par un cancer du sein ou si vous l'avez été, sachez qu'on organise régulièrement des rencontres partout en France. Toutes les infos sont sur notre site ou notre Insta Jeune et Rose. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. Pipelette.